Devaux, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjointe au maire en charge de l'urbanisme et des transports. Des transports et de la mobilité à la communauté d'agglomération de La Rochelle. Ben, ça tombe bien parce que c'est pour ça qu'on vient vous embêter aujourd'hui. Ne m'embêtez pas. Est-ce que La Rochelle est une pionnière en matière de mobilité durable ? Michel Crépeau, en son temps, avait lancé les rues piétonnes, les vélos jaunes et puis la journée sans voiture. Et vous êtes en charge depuis 2014 et vous avez hérité un petit peu de tout ce dispositif, notamment du dispositif Yellow. Et c'est de ça dont on voudrait parler aujourd'hui avec vous. Est-ce que vous pouvez nous le présenter un petit peu, ce dispositif ? Alors d'abord, c'est vrai que j'insiste souvent quand je reçois des délégations, aussi bien étrangères que françaises, pour rappeler que La Rochelle a été pionnière en matière de mobilité durable, puisque bien avant Paris ou les grandes métropoles, il y avait des stations de vélo en partage, ensuite des voitures électriques dans les années 90 qui étaient en autopartage, et ça c'était bien avant les grandes villes et bien avant Paris. Donc je le rappelle parce que pour une ville moyenne c'est assez audacieux d'avoir mis en place ces principes. Après, la marque Yellow, c'est aussi un acte fort qui consiste à dire tous les modes de transport que vous avez à votre disposition, transport public, sont gérés sous une seule marque, et donc en termes de compréhension du service public, c'est évidemment ça a été très très fort. Et donc moi j'ai essayé, en prenant la succession des pionniers, Michel Crépeau et Denis Leroy, j'ai essayé d'être un petit peu dans le fil et de continuer. J'ai demandé à mes collègues élus s'ils souhaitaient qu'on continue à être un territoire innovant. Et donc on a accompagné les expérimentations de navettes autonomes en milieu ouvert. Donc là c'était aussi une expérience très très innovante. Et puis accompagner aussi des entreprises qui sont des start-up ou qui sont des industries qui essaient de développer des nouveaux modèles et des nouveaux systèmes de motorisation ou de transport. On les accompagne aussi. Donc ça j'essaie d'être dans le droit fil de mes devanciers. Mais tout en apportant votre touche et peut-être aussi en accélérant, en proposant autre chose. Mais enfin, on va y revenir. Ce dispositif, il est composé de quoi, ce dispositif Yellow, et quel est son esprit, puisqu'il y a une seule carte pour un tas de modalités de transport. Voilà, on a un petit peu anticipé aussi sur ce qu'on appelle la mobilité as a service, c'est-à-dire d'un point à un autre, vous pouvez dans la journée avoir à emprunter un système de transport différent. Vous partez en bus, vous revenez avec des collègues en covoiturage parce que vous êtes chargé, vous avez des dossiers, ou tout simplement vous prenez un vélo parce que vous allez chercher quelque chose, un colis, ou faire une course. Donc la carte Yellow vous permet d'utiliser tous ces modes de transport avec un seul support et un seul mode de paiement. Donc après, en back-office, effectivement c'est compliqué, parce que ce sont des exploitants différents et il faut organiser la facturation, le retour des recettes chez tous ces gens-là. Mais l'usager, il n'a pas à savoir ça. Donc ce qui est important, c'est d'avoir ce système le plus simple possible pour que les gens n'hésitent pas à abandonner leur voiture au profit d'un système de transport qui est intégré et qui marche ensemble. Donc aujourd'hui on parle de ce système d'intermodalité et il est en place aujourd'hui. On était un petit peu en retard sur les outils numériques. Là maintenant on a une application qui est vraiment très très au point. La ville de La Rochelle, sur sa propre application, a repris aussi des informations Yellow, donc les gens peuvent prendre des renseignements sur la ligne qui les intéresse. Ils ne sont pas obligés d'avoir complètement le site Yellow. Et donc ça a aussi facilité des choses. Donc on a mis des petits coups de pouce pour faciliter l'usage, mais notre mot d'ordre, c'est l'intermodalité. Il n'y a pas de mode de transport qui est roi, qui est unique. Il faut que les gens comprennent que c'est le plus souple possible pour eux. Il ne faut pas culpabiliser les gens parce qu'à un moment donné, ils auront besoin d'une voiture et que dans la semaine, ils feront du covoiturage. Ils essaieront de ne pas prendre la voiture tout le temps. Alors, c'est intéressant ce que vous dites. Là, c'est bientôt les 10 ans de Yellow. Vous avez quand même 10 ans de recul. Qu'est-ce que vous constatez en termes d'usage ? Est-ce que les gens font exclusivement du bus ? Est-ce qu'ils font exclusivement du vélo ? Alors, on a fait un diagnostic de ce réseau Yellow en 2014. D'abord sur le réseau de bus. Donc, les gens nous disaient, passer systématiquement par la place de Verdun, faire le tour de la ville pour aller d'est en ouest, c'est pas très commode pour nous. Ça rallonge les trajets. Est-ce que vous ne pourriez pas modifier? Donc ça, déjà sur le réseau de bus, on a essayé d'avoir des fréquences plus nombreuses, des trajets plus directs, plus compréhensibles, plus lisibles, avec des cartographies plus compréhensibles. Après, on nous a dit, le vélo, la ville de La Rochelle est la ville du vélo, deuxième ville de cyclistes de France après Strasbourg, mais quand même,
comme vous avez pris un peu de retard sur les infrastructures. Donc là aussi, on a décidé de mettre en œuvre des kilomètres de pistes cyclables avec le même type d'aménagement, parce qu'on était un petit peu en mélangé, des bandes cyclables à d'autres endroits, des bandes en double sens. Enfin bon. Et donc là, on a dit, on a un parti d'aménagement en site propre, sécurisé, et là, on voit bien que les familles commencent de plus en plus à prendre le vélo avec les enfants, à oser les accompagner à l'école, et on accompagne aussi des dynamiques autour des vélobus, etc. Et on voit bien que les comportements changent et les taux d'usage changent. Aujourd'hui, la ville de La Rochelle, l'agglomération de La Rochelle, a un taux d'usage du vélo qui est de 7% sur l'ensemble des déplacements. Et en fait, on voit bien que là où on a mis des pistes cyclables, ce taux d'usage avec les comptages, quand on a fermé le port par exemple, on a vu avec les comptages que le nombre d'usagers explosait sur ces nouveaux aménagements. Donc on voit bien que les gens de plus en plus consentent à abandonner leur voiture à partir du moment où on leur donne une alternative sûre, fiable et bien aménagée, et puis abordable aussi pour les questions de tarifs, mais on en parlera plus tard. Les gens qui ont besoin de se déplacer pour le travail, comment ça fonctionne pour eux? Est-ce que les entreprises ont joué le jeu? Est-ce qu'elles sont satisfaites? Comment vous travaillez dans la concertation avec elles pour développer ces modes de transport intelligents et durables? Alors, au sein de l'agglomération, on a une personne, une chargée de mission qui est consacrée à la relation avec les entreprises pour les accompagner dans ce qui est obligatoire pour les grandes entreprises, c'est l'élaboration d'un plan de déplacement d'entreprise. On a même suscité des plans de déplacement inter-entreprises. Parce que quelquefois, quand vous êtes salarié, vous n'avez pas envie de voyager en plus de votre temps de travail avec les collègues. Donc aussi faciliter des échanges de gens qui viennent tous du même endroit, qui arrivent tous au même endroit à la même heure dans une zone d'activité. Et donc on a suscité des initiatives avec les entreprises. Puis quelquefois, le patron, il n'est pas toujours bien placé pour dire à ses salariés faites autrement dans vos transports. Donc on a vraiment un outil de médiation avec les entreprises qui est intéressant. On va même jusqu'à leur prêter une flotte de vélos électriques pendant 15 jours, une semaine ou 3 semaines, pour leur faire essayer, pour qu'ils achètent pour l'entreprise une flotte de vélos électriques, mais aussi qui suscite l'engouement pour leurs salariés vers le vélo électrique. Donc on fait vraiment des choses, des animations un peu significatives avec les entreprises. Puis il faut savoir qu'une entreprise, si elle a trop de gens qui viennent en voiture, il faut qu'elle achète du terrain pour faire un parking. C'est du gaspillage foncier, ça coûte très cher, et l'entreprise a quelquefois intérêt à inciter ses salariés à faire autrement. Et il y a aussi un partenariat avec les organismes de santé, une sécurité sociale, qui disent mais quelqu'un qui part en vélo à son travail, s'il a un trajet sécurisé avec pas de risque d'accident, il est en meilleure santé, il est peut-être de meilleure humeur quand il arrive au boulot. Après, il faut aménager des douches. Enfin, voilà. Donc, tout ce travail, effectivement, il est fait avec les entreprises, mais aussi bien les entreprises industrielles que les administrations, parce que en centre-ville de La Rochelle, on a beaucoup d'administrations encore qui sont basées à La Rochelle. On a l'hôpital, on a la préfecture, on a la sécurité sociale, la CAF. Donc, tous ces gens-là, il faut qu'on discute avec eux pour améliorer les modes de déplacement de leurs salariés. On vient de parler des gens qui travaillent, mais les voyages, les déplacements concernent aussi les gens qui ne travaillent pas et qui n'ont pas forcément les moyens de financer un abonnement au réseau Yellow. Est-ce que vous avez une politique de tarification en faveur de ces personnes-là? Alors d'abord, quand on a fait le diagnostic de la tarification, on nous a dit que les étudiants ils payent un peu cher par rapport aux élèves des collèges et des lycées. On nous a dit vos tarifs ils ne sont pas très compréhensibles, il y a toutes sortes de tarifs différents, il n'y a pas de tarif famille. Par exemple, une famille, à La Rochelle, on a quand même un cadre de vie et de vacances qui peut être agréable pour des petits-enfants. Donc il y a beaucoup de grands-parents qui reçoivent leurs petits-enfants à La Rochelle, ils nous disent on veut prendre le bus avec nos petits-enfants, ça coûte une fortune. Donc à partir de ce diagnostic et de cette analyse critique, on a revu les tarifs. Bon, la première chose, c'est un acte fort, c'est une tarification sociale et solidaire qui est à l'échelle de la famille. Donc en fonction du quotient familial de la famille, vous pouvez avoir de 50 à 80% de réduction sur votre abonnement. Ça veut dire sur un abonnement par exemple à 35 € par mois, la personne paye 7 €. Donc c'est vraiment très significatif comme économie. Et ça s'applique à l'ensemble de la famille. Ensuite on a mis un pass famille. Donc les gens pendant 24 heures payent 10 € pour 4-5 personnes et on ne met pas l'état civil parce qu'on sait que les familles sont quelquefois recomposées. Donc ça c'est des gestes importants et je pense que ça permet à tout le monde d'exercer son droit à la mobilité tout en
ne mettant pas trop en péril les financements publics, parce que on sait très bien qu'aujourd'hui le débat c'est la gratuité. Nous on a choisi un premier pas, c'est celui de la tarification sociale et solidaire pour plus d'équité, et on débattra plus tard des questions de la gratuité. Est-ce que sur le développement du réseau, parce que ça ne cesse de se réinventer, vous imaginez dans la méthode intégrer plus de concertation, de participation? On entend bien là dans l'air du temps, les gens demandent à être intégrés aux décisions de la vie publique, surtout au niveau local. Est-ce que dans la méthodologie, c'est des choses que vous imaginez faire ou que vous faites peut-être déjà? Oui, c'est pas seulement une intention, hein, on l'a fait à plusieurs reprises. Alors on l'a fait à l'occasion de sollicitations qui nous ont été faites, puisqu'il y a des organismes qui savent bien, ou des chercheurs qui savent bien qu'il y a des choses qui se passent depuis longtemps sur la mobilité à La Rochelle. Et donc on a été sollicité par exemple pour participer à un débat citoyen à propos du véhicule autonome. Comment les gens percevaient le véhicule autonome? Est-ce que pour eux c'était un progrès technique, un progrès social? Et là on a réuni plusieurs centaines de personnes qui étaient pour certaines tirées au sort. Et on a bien vu qu'il y avait un enthousiasme, et c'est là qu'on voit que cette ville et ses habitants sont habitués à l'innovation, sont habitués à tester des choses. On a testé avec eux aussi une motorisation hydrogène sur le bateau électrosolaire là, qui est sur place, avec un industriel qui était candidat. Et puis on a aussi, à l'occasion de la rénovation de la gare, qui est une arlésienne, mais aujourd'hui, ça y est, le chantier démarre. Moi j'ai souhaité qu'il y ait une concertation plus développée et élargie à d'autres personnes que les seuls riverains ou les habitants du quartier. Donc on a fait une démarche avec l'appui de consultants, on a fait une démarche de tirage au sort de 350 personnes sur l'ensemble des listes électorales des 28 communes de l'agglomération. Et là où tout le monde a été surpris, c'est que les gens sont venus. On les a mis autour de la table sous forme de petits ateliers. Les gens étaient par 5 ou 6 avec un animateur. Et ils travaillaient sur plan et ils donnaient des idées, et on est revenu après vers eux en leur disant comment on avait tenu compte de leurs suggestions, là où on n'avait pas pu, parce que c'était peut-être ou trop cher, ou pas faisable, ou peut-être un peu trop du rêve, quoi. Mais donc les gens sont preneurs quand on les sollicite et quand qu'on les consulte sur des choses sur lesquelles ils peuvent avoir des compétences, parce que c'est eux qui vont vivre ces aménagements, on le fait. Et donc moi je suis très partisane du tirage au sort des habitants et des citoyens, parce que on voit des gens qu'on ne voit pas habituellement dans les réunions de quartier et dans les associations. Et ça c'est des gens qui se sentent honorés d'avoir été consultés, et moi je suis toujours très agréablement surprise par cette mobilisation. Donc oui, évidemment on fait. C'est plus qu'une intention, c'est une pratique. Donc les usagers participent à améliorer le réseau. Est-ce que vous allez voir aussi un petit peu ce que font les villes moyennes voisines ou à l'étranger? Absolument, moi j'ai souvent des déplacements, alors j'essaie de ne pas être quand même une agence de voyage, parce que si on écoutait les sollicitations, on serait tout le temps en déplacement. Mais on reçoit beaucoup de délégations étrangères. Par exemple, il y a 2 ans, j'ai reçu une délégation des gens qui représentaient une grande ville d'Inde, et ils ont découvert le passeur. Maintenant, l'entreprise locale qui avait fait ce petit passeur pour quelques petites villes de France, maintenant va livrer une dizaine de passeurs à une ville indienne. Donc là, c'est faire un peu la promotion du territoire et de ses initiatives, mais aussi je vais rencontrer, parce que des fois je dis à mes collègues élus ou aux équipes qui nous accompagnent, il faut qu'on aille voir ailleurs ce qui se fait bien. Les pistes cyclables, c'était un exemple par exemple. Si on va dans les pays du Nord ou les Pays-Bas, on voit bien qu'il y a d'autres pratiques, d'autres aménagements, et donc il faut aller voir les autres. Je vais régulièrement à Strasbourg, c'est un peu mon exemple. La ville de Strasbourg est un peu mon exemple pour les questions d'aménagement cyclable, mais aussi sur les initiatives en termes de tarification, d'outils numériques. Voilà, moi j'ai des références et évidemment je vais voir ailleurs. Le dispositif, la politique est appelée à évoluer. Quels sont les projets qui sont dans les cartons en matière de mobilité durable? Alors d'abord, depuis 2014, on n'achète plus de bus diesel. Donc on a une stratégie de motorisation propre, qui évidemment est en cohérence avec la stratégie qu'on a adoptée tout récemment, qui est celle d'une stratégie neutralité carbone à l'horizon 2040. Et on sait que les transports
ont un rôle énorme à jouer pour la réduction des gaz à effet de serre, puisque notre empreinte carbone en transport, fret et voyageurs représente pratiquement 40% des gaz à effet de serre produits à l'échelle des 28 communes de l'agglomération. Donc là, on a un travail à faire et donc progressivement, on renouvelle les bus avec une motorisation électrique, hybride ou biométhane. Ensuite, on a des expérimentations sur la motorisation hydrogène avec le bateau électrosolaire. On a fait une expérimentation avec l'industriel qui avait construit ce bateau, qui nous a demandé de tenter une expérimentation sur la motorisation hydrogène. Ça marche, pendant 1 an ça a marché, ça donne plus de puissance, plus d'autonomie, donc c'est exemplaire et on pourra développer ces conclusions en tout cas sur d'autres motorisations. Après, il y a évidemment partout le vélo électrique et il y a une demande importante de vélos électriques parce que beaucoup de cyclistes et d'associations de vélos, mais aussi de vendeurs de vélos, disent qu'il y a des gens qui passent directement de la voiture au vélo électrique, ce qu'ils ne feraient pas avec le vélo mécanique. Donc là, on va accompagner d'une part en installant dans les stations de vélo en libre service des vélos électriques, en location longue durée, et puis accompagnement à l'achat, on va accompagner aussi l'usage du vélo électrique. Voilà, bon, ça c'est du point de vue de l'empreinte carbone, on a quand même des choses à faire et ensuite sur la fréquentation disons de tous les organes de livraison de commercial, de livraison de fret, de logistique urbaine. Il y a tout un travail qui a été fait pendant 1 an. J'ai engagé une concertation avec les transporteurs, avec les commerçants, avec les donneurs d'ordre pour qu'ils acceptent et qu'ils se préparent en fait à ne plus pénétrer dans le centre-ville avec des véhicules diesel à un certain horizon. Donc ils nous ont dit mais on comprend bien, donnez-nous le cap, laissez-nous le temps de nous préparer pour changer nos flottes et notre organisation logistique, mais ils sont prêts. Donc là on a aussi un acte fort qui permettra d'avoir moins de congestion au centre-ville et moins de pollution. Il y a un moyen de transport dont on n'a pas trop parlé pour le moment qui pose problème à l'échelle nationale et à l'échelle locale, c'est le train. Et je crois qu'il fait partie du dispositif Yellow. Absolument. Alors déjà le fait du chantier de la gare, que le chantier de la gare démarre concrètement, enfin, après moult délais, obstacles, y compris financiers, c'est déjà un acte fort parce que cette gare, c'est un pôle multimodal. On va avoir une vraie gare routière avec tous les bus interurbains, les bus de longue distance, les bus dits Macron, etc. Et les bus au niveau urbains, de la gare ferroviaire. Voilà, au niveau de la gare centrale de La Rochelle, on va avoir tout ce pôle multimodal qui va être un peu plus structurant que ce qu'on a aujourd'hui. Parce que quand vous arrivez à la gare de La Rochelle, vous demandez où sont les bus. Là, on va avoir un arrêt unique avec les principales lignes de bus à haute fréquence. Ensuite, on a beaucoup travaillé avec les communes et avec la région sur la réouverture ou l'aménagement de haltes ferroviaires en périphérie. Et la dernière étape de cette coordination pour que le ferroviaire soit complètement en cohérence avec le reste des offres de transport, on a une tarification Yellow pour tous les trajets en train qui se font à l'intérieur de l'agglomération. Et on a 6 haltes ferroviaires à l'intérieur de l'agglomération, donc avec des lycéens qui, avec un ticket Yellow ou leur abonnement, peuvent prendre le train tant qu'ils veulent, le TER, depuis la Jarry, depuis Étré ou Angoulins. Et donc ça c'est important parce que c'est quand même différent en termes de tarifs. Ils payent au maximum 1,30 € s'ils prennent un ticket unitaire et sinon en illimité dans leur abonnement c'est compris. Donc le ferroviaire est complètement intégré. Le problème qu'il y a, c'est qu'on a certaines voies qui ne sont pas en bon état. Donc le premier travail qu'il a fallu faire, c'est convaincre les pouvoirs publics, qui ne sont pas la collectivité, mais la région, l'État, la SNCF, de rénover certaines voies. Donc on a la ligne Nantes-Bordeaux qui passe par La Rochelle, qui est dans un état terrible. Là, elle va être réparée. La communauté d'agglomération participe à l'investissement sur ces gros ouvrages. Et évidemment, on a en tête de travailler ensuite, et même pendant les travaux, puisqu'il va y avoir une fermeture de la ligne pendant 1 an, de travailler sur une nouvelle offre périurbaine, utiliser les voies ferrées pour faire de l'offre périurbaine et que les gens puissent faire du trajet domicile-travail en train. Parce qu'on voit bien, quand on va de La Rochelle à Châtelaillon en train, c'est 8 minutes. Quand on y va en bus, c'est près de 25 minutes. Donc
les gens voient très vite la différence. Même s'il faut changer après, prendre un autre bus, etc., le trajet est beaucoup plus facile. Et vous avez raison, l'empreinte carbone est incomparable, évidemment. On a parlé du train, on a parlé du bus, du vélo, de la voiture partagée un petit peu moins. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de transport dont vous êtes fiers à La Rochelle? Alors la voiture autonome, si on en a parlé un petit peu, c'est celle qui était testée rue Amerigo Vespucci? Oui. Ça c'est un projet c'était un pilote. C'était un pilote, mais on voudrait, là maintenant, on est passé à une autre étape dans le cadre de notre candidature Territoire Zéro Carbone. On a un projet en fait de développer une navette qui fasse le tour de centre-ville et qui évite en fait aux gros bus que quelquefois on critique en disant bon, ces gros bus qui traversent des rues historiques très étroites, qui font du bruit aussi, même si on aura des bus électriques très prochainement. Une navette autonome qui ferait le tour et qui desservirait régulièrement les passagers pourrait éviter des circulations de bus dans l'hypercentre. Et puis on veut tester aussi la navette autonome, on voudrait la tester sur une zone plus rurale, plus excentrée, pour tester la desserte en fait d'un centre-bourg par exemple, qui ne pourrait pas justifier une desserte par un bus de type transport de masse avec tous les coûts que ça engendre. Donc voilà, ça ce sont des tests qu'on va essayer de mettre en œuvre dans les prochains mois. Les collectivités locales ont un rôle prépondérant à jouer en matière de mobilité. Est-ce que c'est facile pour une ville comme La Rochelle, qui est une petite ville une ville de taille moyenne, de propulser ces dispositifs? Ce qui surprend le plus les gens qui viennent ici, c'est ils me disent mais comment vous faites pour faire une telle offre de services, effectivement de transport très très diversifié. Et c'est vrai que je pense que en termes de financement, ce que les gens ne savent pas souvent dans le financement des transports, c'est essentiellement les entreprises qui l'assurent. C'est une taxe qui est assise sur la masse salariale des entreprises. Donc il y a beaucoup d'inégalités en fait entre les agglomérations. Selon qu'elles ont beaucoup d'emplois, beaucoup d'entreprises sur leur territoire, elles vont avoir des sommes importantes pour financer le transport. Et en même temps, les entreprises demandent un retour. Elles versent une somme conséquente. Je vous donne l'exemple de notre budget. Sur 30 millions d'euros, un peu plus de 30 millions d'euros de budget annuel pour le transport, pour assurer la navigation des bateaux, les bus, l'autopartage, les vélos, etc. On a un budget de 30 millions, 23 millions sont apportés par les entreprises, par cette fameuse taxe qui s'appelle le versement transport. Ensuite, il y a les tickets, les abonnements, donc les usagers, c'est près de 6 millions. Et ensuite, quelques subventions de l'agglomération ou d'autres acteurs. Donc, si vous avez une collectivité qui a beaucoup d'entreprises et qui est très riche, c'est le débat de la gratuité. Vous aurez, notre voisin, a les sièges de mutuelles sur son territoire, c'est la ville de Niort. Et évidemment, ils ont plus de facilité à mettre en place la gratuité qu'une autre agglomération qui aura peu d'entreprises ou qui a beaucoup de services, comme nous. Donc je pense qu'il y a une réflexion à mener sur ces questions-là d'équité du financement des transports, même si les autres pays européens nous envient notre situation, parce que quand je discute avec mes homologues européens, ils me disent comment vous avez un versement de transport versé par les entreprises. Nous, on n'a pas ça, on est obligé de se débrouiller avec la fiscalité. Donc il y a un sujet d'équité, je pense, à discuter, plus le fait que cette taxe, elle est assise quand même sur des entreprises de main-d'œuvre, donc ça pénalise un peu plus les entreprises qui ont beaucoup d'emplois. Voilà, donc je pense que c'est un débat national qu'il faudrait avoir et j'espère qu'il aura lieu avec la loi sur les mobilités qui est en discussion en ce moment. Il y a une grosse politique à mener, c'est d'enlever la voiture en ville pour gagner en qualité de vie, mais ça a aussi il y a un revers de la médaille. Les commerçants sont plutôt d'ordinaire à dire ça pèse sur le chiffre d'affaires. Comment est-ce que ça fonctionne ici? Quels sont les retours des gens? On a une coopération très très affirmée avec les associations de commerçants. Il y a une association de commerçants qui a souhaité qu'on travaille ensemble, y compris quand des décisions étaient prises sur des aménagements, quand des travaux étaient annoncés. Ils demandent à être des relais auprès de leurs clients et de pouvoir avertir leurs clients et apaiser un peu les anxiétés, etc. Ils comprennent bien que la ville est en train de se transformer, qu'il y a une vraie demande sociale de transformer la ville,
que la voiture en transit dans une ville, ça n'a pas de sens, et que on essaie de répondre à des besoins. Quand les gens ont besoin de venir en centre-ville pour chercher un colis un peu lourd, on a mis en place un système de gratuité des places de livraison. Pendant 20 minutes, les gens peuvent se garer et n'ont pas à payer le stationnement. Mais en même temps, on incite les gens à occuper les parkings relais. Sinon, s'ils doivent rester toute la journée au même endroit pour venir travailler, il n'y a pas besoin de laisser leur voiture en plein centre-ville. Donc on leur offre des parkings relais avec des tarifications attractives. Et les commerçants sont des relais sur ces informations-là. Donc on a réussi à avoir cette coopération face à des inquiétudes qui sont tout à fait logiques. On sait très bien la concurrence énorme qu'exercent les grandes zones commerciales périphériques par rapport au commerce de centre-ville. Donc là aussi, on a mis en place la gratuité un samedi par mois des bus pour que les gens découvrent le réseau, mais en même temps aussi puissent venir en famille se balader sans que ça coûte trop cher. Voilà, un samedi par mois. On fait des opérations un petit peu comme ça pour que les gens voient bien que le centre-ville, c'est pas la zone commerciale, quoi, c'est autre chose à vivre. Et donc on essaie d'impulser des choses qui facilitent la vie des commerçants aussi parce qu'ils ont besoin de vivre. Et vous vous déplacez comment? Vous avez vu, je suis venue en vélo, mais je viens régulièrement en vélo. Après, je n'ai pas lâché la voiture, j'ai toujours une voiture quand j'ai besoin de faire des trajets. J'ai abandonné le diesel, évidemment, mais je suis essentiellement en vélo et puis en bus. Très bien. Dernière question, si vous n'avez rien à ajouter. Non, c'est complet. Non, c'est pas mal, je pense que c'est pas mal. Deux dernières questions. Comment est-ce que vous rêvez La Rochelle dans 10 ans? Je crois qu'elle est déjà une ville de rêve. Quand on dit qu'on habite à La Rochelle, on a les gens ont les yeux un peu qui pétillent. Donc je crois qu'on est déjà un peu envié par cette ville. Le charme de cette ville, c'est que c'est une ville moyenne, qui est à taille humaine, avec beaucoup d'activités culturelles et puis d'emplois, de possibilités de vivre et d'habiter et de travailler ici. Moi j'espère qu'elle le restera. Je ne voudrais pas qu'elle s'étende trop parce qu'il faut qu'elle reste à taille humaine et pour moi c'est important. Et puis on a un patrimoine historique qui est magnifique, qui a échappé aux affres de la guerre de 39-45, donc il faut aussi que ce patrimoine soit préservé. Et c'est pour ça que je pense que la place de la voiture doit être regardée avec attention. Et pour finir, quel est votre petit bonheur dans la vie? À La Rochelle, certainement. Mon petit bonheur, c'est mes petits-enfants, quand je les reçois à La Rochelle et qui ne demandent qu'à revenir. Formidable. Merci beaucoup. Je vous remercie, c'est moi qui vous remercie.